Bonjour à tous. Et bienvenue dans cette session finance et souveraineté économique. Comme vous avez pu le contacter, le mot souveraineté connaît un regain d'intérêt. Il y a eu des séances sur souveraineté numérique. Voilà. Bon. Alors, pour nous accompagner dans cette session, je suis ravie d'accueillir de l'autre côté de la table Nelly Liang, qui est la sous-secrétaire au Trésor américain. Elle a été également, elle a une grande expérience puisqu'elle a été pendant 3 décennies au Conseil des gouverneurs de la Fed, où elle a dirigé la division de la stabilité financière. Donc, en ces périodes délicates, nous serons ravis de l'écouter. Nous aurons ensuite en distanciel M. Klaus Regling, qui est le directeur général du mécanisme européen de stabilité et du Fonds européen de stabilité financière. Il a travaillé partout, en Europe, en Asie, aux États-Unis, dans le secteur public, dans le secteur privé, une décennie au FMI, au ministère des Finances, j'en passe. Je crois que l'Europe est rassurée de le savoir à ce poste-là. Nous écouterons ensuite Delphine Damarzit, que vous connaissez peut-être un peu mieux puisqu'elle est PDG d'Euronext Paris, après avoir été directeur général adjointe d'Orange Bank. Ça, c'est sa vie dans le privé. Avant, elle avait une grande vie dans le public, puisqu'elle a travaillé à la direction générale du Trésor et elle a été au cabinet de plusieurs ministres conseillères. Ensuite, nous passerons la parole à Kerstin Bratten, qui est PDG de la DNB Bank, qui est le premier groupe financier norvégien, mais qui est également présidente de Vipps. Vipps, qu'est-ce que c'est? C'est la plus grande application de paiement par téléphone portable en Norvège. Et donc, elle nous parlera un peu des pays nordiques moins connus. Un petit mot sur Philippe Brassac, qui est le directeur général du Crédit Agricole et qui est sans doute un des plus fins connaisseurs de cette institution financière, puisqu'il y a fait toute sa carrière, qu'il est le président de LCL et président de CACIB, selon les accents, c'est-à-dire la banque d'investissement du Crédit Agricole. Et enfin, nous terminerons par un économiste chevronné, qui a beaucoup publié, qui est professeur d'économie politique internationale à Harvard, ou plus précisément à la Harvard Kennedy School, et qui est l'auteur d'un livre sur les règles économiques et qui a un sous-titre un peu mystérieux quand il faut le traduire en français, c'est le bien et le mal d'une science dismal en anglais, donc lamentable ou lugubre, à vous de choisir. J'espère que quand même son intervention ne sera ni lamentable ni lugubre. Bien. Alors, donc, finance et souveraineté économique. Effectivement, la souveraineté, c'est un concept qui est essentiellement utilisé en économie, avec une dimension économique sectorielle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autonomie numérique, autonomie énergétique. Et la finance, on n'en parle pas beaucoup pour une fois. Or, la souveraineté économique peut difficilement se concevoir sans un minimum de souveraineté en finance, puisque pour atteindre ces objectifs d'autonomie stratégique, les besoins de financement, on vous l'a assez répété, vont être massifs, sans même mentionner ceux pour la transition climatique. Mais il existe une autre dimension de la souveraineté, celle liée à l'extraterritorialité des lois, des décisions d'un pays. Et là, on a une finance qui devient en même temps une arme de dissuasion, pas seulement dans la lutte contre le blanchiment, c'est aussi une arme qui peut être utilisée contre des pratiques anticoncurrentielles ou jugées anticoncurrentielles, voire tout simplement une arme géostratégique ou politique. D'où la question, comment et à quelles conditions on peut obtenir une autonomie stratégique grâce à la finance? Alors la première condition, je dirais, c'est qu'on n'a pas de puissance financière sans
puissance économique. Donc schématiquement, cette problématique s'adresse à trois zones économiques, les États-Unis, la Chine ou les BRICS, on peut regrouper les BRICS, c'est 23% du PIB mondial, et l'Europe, et j'insiste, je dis bien l'Europe, parce qu'ils n'ont pas les pays européens pris individuellement. Alors cette condition est un prérequis à une caractéristique fondamentale d'une puissance financière, c'est posséder une devise ayant un statut de monnaie internationale. Pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, il y en a deux, le dollar et l'euro, avec une suprématie incontestable du dollar. Je ne vous donne pas de chiffres, je n'ai pas le temps. Donc on comprend bien l'impact des sanctions extraterritoriales, les sanctions par exemple américaines, quand il est impossible, là ou presque, de se passer d'une telle devise pour faire son activité, ou même de se passer de l'activité dans une vaste zone économique. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, je vais être obligée de résumer, elle porte sur la capacité à mobiliser l'épargne et attirer des capitaux. Comme chacun sait, on a trois modes de financement, banque, marché, non coté. L'Europe possède de grandes banques internationales. La crise de 2008 a permis d'accélérer l'union bancaire, même si elle n'est toujours pas achevée. Les marchés européens, tant de dettes que de fonds propres, souffrent de handicaps majeurs par rapport aux États-Unis. Les marchés de dette, on le sait, sont domestiques et donc fragmentés, ce qui réduit l'attractivité de la zone euro. La crise sanitaire a heureusement, positif, permis d'accélérer des obligations européennes, les émissions d'obligations européennes. Mais on est loin des chiffres émis par les pays eux-mêmes, individuellement. Espérons qu'on n'aura pas besoin d'une nouvelle crise pour accélérer la mutualisation d'une partie des dettes publiques qui va être indispensable pour financer l'autonomie stratégique. Quant aux bourses, on a aussi ce problème de fragmentation, mais je laisserai Delphine nous en parler. Et je terminerai par une phrase sur un quatrième handicap dont souffre l'Europe. Ça concerne les infrastructures de marché, qui sont évidemment moins médiatisées car très techniques, mais néanmoins cruciales. Là encore, on a la suprématie indéniable des anglo-saxons, qui est à la hauteur, je dirais, de la suprématie indéniable de l'individualisme européen. Aux États-Unis, une seule infrastructure de marché, la DTCC. En Europe, il y en a plus que 2 pays. Donc, encore de la fragmentation, toujours de la fragmentation, alors que, comme l'a rappelé Christine Lagarde hier, l'urgence est vraiment à l'union des marchés de capitaux. Bon, malheureusement, il nous manque pour ça un petit peu de volonté politique. Je m'arrêterai là. Et je vais donc passer la parole à Nelly Liang, qui, dans ses activités, en tant que sous-secrétaire au Trésor, est très attachée à une réglementation efficace des stablecoins, de certains actifs numériques, digitaux, et qui travaille aussi sur la monnaie digitale banque centrale. Donc, est-ce une arme de souveraineté ou est-ce que ça va renforcer le rôle du dollar comme monnaie internationale? So, thank you all for being. Merci tous d'être ici. Merci Catherine pour cette invitation à parler ici. Merci aux organisateurs de la conférence. Je suis très heureuse d'être ici. Je vais m'exprimer en anglais. J'aimerais beaucoup pouvoir parler cette belle langue française, mais ce n'est pas possible. Donc je voudrais parler des actifs numériques et la souveraineté. Et ça reprend sur ce que Catherine dit. Et donc je vais parler des nouvelles approches des États-Unis pour encourager des innovations responsables pour des services financiers en monnaie numérique. Et donc ceci va avoir un effet sur l'efficacité, pour la sécurité du pays. Bon, il y a également des valeurs démocratiques et pour la croissance économique et la stabilité financière. Je vais commencer. Donc les actifs numériques, comme vous le savez, c'est une nouvelle forme pour fournir des services financiers. Ce n'est pas si différent
des services financiers qui sont fournis d'autre façon, à part que la propriété est enregistrée sur une nouvelle technologie. Comme vous le savez également, la valeur de marché de cet actif a eu une grande croissance depuis la pandémie. Il est passé d'environ 200 millions au début de 2020 jusqu'à 3 000 milliards après que les banques centrales aient commencé à s'adresser à l'inflation. Et maintenant, donc un peu en dessous de 1 000 milliards de dollars. Pour la plupart, les actifs numériques sont à fort risque, fort rendement. Beaucoup d'entre eux ont des valeurs quelque peu suspectes. Il y a une forte protection des investisseurs, des consommateurs, liés par rapport aux risques financiers. Je crois que la seule question, première question, c'est que les régulateurs puissent mettre ces actifs en lien avec les protections actuelles. Également, il y a d'autres questions qui amènent, ça peut amener beaucoup de bénéfices pour les systèmes de paiement actuels, l'infrastructure, le système financier, et a également des implications potentielles pour le rôle de l'argent en société. Et je voudrais parler des monnaies stable, les stablecoins, qui sont passés de 50 milliards à 0. Mais il y a un certain nombre de stablecoins qui ont gagné en attrait autour des années liés à une monnaie, et la plupart donc liés à l'heure actuelle aux dollars, et avec des actifs en stock. Mais la véritable valeur de ces actifs de réserve, la question est, est-ce qu'ils pourraient peut-être rembourser, et vous le souhaitez, dollar pour dollar. Mais de façon générale, ceux qui restent ont une certaine un montant d'actifs de réserve, mais sont également opérationnels s'ils doivent être utilisés comme paiement dans le monde réel, pas uniquement pour les crypto-échanges. Il faut être sûr que les risques de paiement sont suffisamment couverts. Si vous pouvez racheter du stablecoin de façon instantanée 24, 7 jours sur 7, et qu'il y a d'autres sécurités donc, qui ont des temps de règlement qui ne sont pas aussi instantanés, vous avez un risque pour les opérations. Et également la question des réseaux qui vont affecter ces stablecoins. Des grandes entreprises commerciales passées ont essayé de les établir en utilisant leur base de données existantes. Donc on peut accélérer très rapidement, et ça peut amener au cours du temps à une alternative et une forme de monnaie alternative qui est en concurrence avec les monnaies souveraines. Et il y a donc des inquiétudes sur le potentiel de créer des jardins mondiaux où l'argent qui se trouve dedans est séparé de l'argent à l'extérieur. Il y a toutes sortes de questions qui se posent. Ça, c'est certaines des questions clés. Je voudrais parler d'un certain nombre de choses que les États-Unis font au cours des derniers mois. En mars de cette année, le président Biden a donné un ordre exécutif pour demander une approche au niveau du gouvernement pour regarder les bénéfices et évaluer les risques de ces actifs numériques pour les actifs. Il s'agit d'abord des paiements. L'argent en paiement, c'est une question clé. Les systèmes de paiement sont inefficaces. Il y a un rôle de pouvoir digitaliser pour améliorer leur valeur. Est-ce qu'une banque centrale doit mettre en place une monnaie numérique? Bien sûr, ça exigerait quelque chose de public. Quel serait l'objectif de cette banque nationale? Et je vais parler ensuite de la sécurité nationale. De toute évidence, les actifs numériques ont posé des questions sur l'augmentation de finances illicites. Donc,
les pseudos, l'anonymat, c'est attirant pour certains acteurs pas très honnêtes. Je dirais en général aux États-Unis, nous n'avons pas trouvé que ces actifs numériques étaient de plus en plus utilisés de façon importante pour éviter les sanctions par la Russie. Donc on peut utiliser les actifs et le cash. C'est la façon la plus anonyme d'argent. Donc je ne pense que ce n'est pas la question principale. Mais s'assurer qu'il n'y a pas d'un arbitrage réglementaire en montrant ce trou de supervision pour ces financements illicites, c'est un point clé. Et je vais m'arrêter là-dessus pour l'instant et je serai heureuse de répondre à toutes les questions. Merci. Donc, si la technologie est efficace, nous allons maintenant entendre Klaus Regling. On voit, Klaus, on a un regain d'inquiétude sur la stabilité de la zone euro, un regain de fragmentation, des spreads qui augmentent sur les dettes. Est-ce que l'euro, dans ces conditions, va quand même pouvoir renforcer son rôle de monnaie internationale? Et est-ce qu'on peut avoir l'espoir d'une amélioration de l'union des marchés de capitaux? C'est à vous, Klaus. Yes, good morning. Alors, bonjour. Merci de m'avoir invité. Je suis désolé de ne pas être avec vous. C'est peut-être une erreur, mais j'espère que la technologie va fonctionner et que vous pourrez m'entendre. Vous me demandez de parler de l'euro, donc je vais commencer avec un point de vue plus large. Le système international comptait sur le dollar US comme sa monnaie principale depuis un siècle à peu près. Au cours des dernières décennies, après la Seconde Guerre mondiale, le rôle stable du dollar a aidé le monde à récupérer de la Deuxième Guerre mondiale, à s'intégrer et à se globaliser. Et ceci a amélioré le niveau de vie presque partout et a rassemblé et a sorti des centaines de millions de personnes dans les pays développés de la pauvreté. Mais ceci amène également des risques. Les actions par la réserve fédérale un effet qui, surtout dans les marchés autonomes, qui ont des dettes qui s'accumulent en dollars. Ensuite, la crise dans les années 90, la crise de la dette à la fin des années 90 ont eu beaucoup à faire, ont été très liés à ce rôle dominant du dollar. D'un côté, les autorités américaines peuvent amener des sanctions extraterritoriales qui ont été mentionnées par Catherine, mais le monde change. Nous avons vu une tendance vers une démondialisation, ou alors pas plus de mondialisation depuis quelque temps. Le commerce n'augmente pas plus vite que le PIB mondial depuis une décennie ou deux. C'était très différent auparavant. Les problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie, donc avec prouver le besoin de se rassurer dans certaines industries critiques, et nous aller donc vers un autre système monétaire. La guerre en Ukraine va probablement accélérer cette tendance vers un monde moins intégré. L'ordre du monde semble se réorganiser en 3 blocs ou 3 groupes de pays, où donc un nouveau groupe de pays normalisés constitue plus de la moitié de la population mondiale. À cet égard, il est souvent ignoré en Europe que la Chine promeut activement le rôle de Serendi, et nous devons être prêts à y répondre. Le commerce avec la Chine, avec d'autres pays en Asie, donc augmente de plus en plus dans le renminbi, qui dépasse le yen japonais comme la 3e monnaie importante dans certaines régions du monde déjà. Qu'est-ce que ça veut dire pour le rôle international de l'euro? Depuis sa création, l'euro, de toute évidence, a été le numéro 1 dans le système du commerce international.
donc juste derrière le dollar. Dans certains pays, la distance entre le dollar et l'euro se réduit, comme quand on regarde les réserves des banques centrales. Pour la facturation commerciale, une autre façon de mesurer le rôle international des monnaies, le dollar est utilisé moins. L'euro a dépassé le dollar pour cette facturation. Dans d'autres domaines, surtout en finance internationale, le dollar est utilisé beaucoup plus que l'euro jusqu'ici, y compris sur les marchés de capitaux et les dettes corporate. Le potentiel de l'euro d'avoir un rôle plus important existe. Et l'euro est soutenu par le plus grand marché unique du monde, un système juridique incroyable, une économie très ouverte et une banque centrale indépendante. De façon importante, plus de 60 pays en dehors de l'Union européenne ont lié leur monnaie à l'euro d'une façon ou d'une autre. La question est donc, que faut-il faire pour soutenir le rôle international de l'euro et le renforcer? Et je crois que le programme pour ça est évident. Les organismes européens travaillent là-dessus, la Commission européenne, le Conseil Eurogroupe. Il y a tout à voir avec ce que Catherine a parlé quand elle a parlé de la fragmentation de la zone euro. Tout ce qui peut aider à intégrer davantage la zone euro, la faire fonctionner mieux pour promouvoir une convergence également le rôle international de l'euro. Et donc, il est nécessaire de penser à compléter une union bancaire avec une union des marchés des capitaux qui soit unifiée. Tout ça peut nous aider d'un côté à renforcer l'économie européenne sur la base du potentiel de croissance de la zone euro, mais rendra également l'euro plus intéressant, plus attirant pour les investisseurs étrangers, pour attirer davantage de capital. Et ce que Nelly vient de dire pour les États-Unis, le CP travaille également sur un euro numérique. Et il parlait de toutes les raisons pour lesquelles ce serait une bonne chose, mais également quels sont les risques qui doivent être gérés pour que ça devienne efficace. C'est également vrai pour l'euro digital. Et le travail est en cours là-dessus, sur les marchés des capitaux, la Banque de l'Union, donc le travail est lent. Nous avons vu des améliorations au cours des 2 dernières années et je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Ce seront des points essentiels pour le rôle international de l'euro. À l'heure actuelle, par exemple, quand un investisseur, par exemple en Asie, souhaite traiter dans tous les pays euros, cet investisseur a besoin d'aller chercher 19 avocats des différents pays et des experts de la réglementation, parce qu'il n'y a pas une seule union des marchés de capitaux. Donc, si on réglait ce problème, ça permettrait de renforcer le rôle international de l'euro. De renforcer le rôle international de l'euro serait une bonne chose pour l'Europe à de nombreux égards, y compris une souveraineté européenne plus forte. Un système à plusieurs monnaies serait excellent également pour le système international. Ça permet de réduire les inégalités. Donc, l'Europe doit aller dans cette direction, parce que l'ordre du monde change. Sans une plus forte intégration européenne et un rôle plus fort pour l'euro, bientôt l'euro va être coincé entre 2 superpuissances mondiales et pourrait devenir non significative. Merci. Merci, Klaus. Donc il y a des risques et l'union monétaire des capitaux doit avancer. Delphine, cette fragmentation des bourses en Europe, c'est donc un frein, si on a bien compris, à la mobilisation des capitaux. Comment un groupe boursier transnational gère tout ça? Merci Catherine. Alors, on a parlé de souveraineté par rapport au risque de privatisation de la monnaie. On s'interroge sur le risque de l'euro par rapport à celui du dollar. Et moi, je vais vous ramener sur un terrain, le terrain des marchés actions.
et vous dire pourquoi il est important d'avoir des marchés européens de capitaux qui fonctionnent et réduire la fragmentation, ce que font les acteurs industriels comme Euronext, industriels au sens acteurs privés qui, à travers leur business model, vont essayer de faire cette fédération. Et l'angle que prend la réglementation européenne et un petit peu la tension que ça peut créer. Pourquoi ça compte? D'abord, pour deux raisons assez simples et fondamentales. Il faut que les entreprises trouvent des capitaux. Les conditions de marché vont rendre les marchés de capitaux qu'on appelle dans notre jargon les marchés publics, c'est-à-dire les marchés réglementés, les marchés de capitaux boursiers, encore plus importants parce que l'argent devient plus cher, que le financement bancaire va être plus coûteux, que le financement obligataire, pour les mêmes raisons, tous également. Et puis les marchés de capitaux privés, le private equity, qui était largement financé par un argent gratuit, ont trouvé des conditions de financement un peu plus délicates. Donc ça laisse quand même un rôle fondamental au marché de boursier. Et c'est pour ça qu'on a énormément de candidatures dans notre tuyau, le pipeline comme on le dit, peut-être après l'épisode de correction actuel. Mais les entreprises se posent la question de quel marché utiliser. Et l'objectif, c'est évidemment qu'elles n'aient pas à se déraciner contre nature, comme certaines l'ont fait en devant très tôt envisager d'aller chercher un marché intégré ailleurs, pour des bonnes et des mauvaises raisons. Alors si c'est pour des bonnes raisons, pourquoi pas? Si c'est pour des mauvaises raisons, on peut pouvoir le traiter. Et l'autre partie de l'équation qui est souvent un peu ignorée, c'est que avoir des marchés profonds, c'est bon pour les épargnants. Parce que la tendance des épargnants européens, c'est d'être moins investis en actions. Et finalement, pourquoi? Pour plein de raisons historiques, d'incitation fiscale, etc., culturelles, locales, mais aussi parce qu'ils sont souvent confrontés à des marchés domestiques étroits, donc pas très attrayants. Et pour eux, finalement, c'est plus compliqué d'aller investir sur un marché européen avec les voisins, alors qu'il y a toute la substance, que soit de rester en domestique, soit de voir le marché américain, qui finalement a l'intérêt d'être unifié, ou pas investir du tout. Et donc le risque, et c'est ce qu'on voit, c'est que les épargnants européens ne bénéficient pas du rendement des marchés actions. Et donc, on est doublement perdant du côté des entreprises et du côté des épargnants. Donc, c'est ça qu'il faut éviter. Alors, quelle est la démarche qu'a utilisée l'Europe jusqu'à présent? Elle fait face à une fragmentation naturelle, historique. Les marchés boursiers sont nés chacun sur leur territoire. Et les infrastructures de marché les ont accompagnés localement. Tu as cité, Catherine, DTCC, qui est l'infrastructure de compensation et règlement livraison, qui a été créée aux États-Unis, un acteur, entre guillemets, national, voulu par les pouvoirs publics, parce qu'on nous dit souvent que finalement on est très libéral aux États-Unis, pas toujours, il peut y avoir des infrastructures de marché, là il y en a une, elle est unique. Et tout le reste, un petit peu, c'est de la littérature, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez le post-marché qui est unifié, le reste au-dessus peut être fragmenté, c'est pas grave, parce qu'il va y avoir le même code, si j'ose dire, fondamental derrière pour le mouvement cash, contraction et transfert des titres. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'en Europe, on n'a pas, c'est assez compliqué. Il y a des CSD, des dépositaires centraux de titres domestiques. Parfois, ils ont été unifiés grâce à Euroclear, par exemple, mais partiellement. Les droits du titre sont locaux, etc. C'est un constat qui est facile à faire et comment le résorber, c'est plus compliqué. La BCE avait eu l'initiative de T2S, mais elle n'est pas allée tout à fait jusqu'au bout. Et ça veut dire qu'il faudrait aussi, voilà, entre guillemets, nationaliser les infrastructures, ce qui n'est pas complètement la tendance qu'a choisi l'Europe. Et je ne sais pas si on peut le souhaiter de ses voeux non plus. Donc qu'est-ce qu'a fait l'Europe? Elle a plutôt eu tendance à encourager la concurrence, selon un textbook assez connu. Et elle l'a fait en ouvrant à la concurrence les échanges, en soutenant finalement une vision qui était déjà en vigueur aux États-Unis, qui était plutôt poussée par nos amis anglais alors à l'époque dans la conversation européenne, en ouvrant des plateformes multilatérales concurrentes des bourses classiques et même ce qu'on appelle le dark trading, c'est-à-dire la possibilité pour les grands acteurs bancaires d'internaliser les ordres en dehors du marché boursier ouvert et transparent. Et en faisant ça, si vous voulez, le constat aujourd'hui, c'est que ça a un petit peu fragilisé les marchés primaires. Ça a donné les clés à des gens qui sont en mesure de faire une sorte d'agrégation au-dessus des marchés et qui se trouvent être finalement, comme souvent, les grands acteurs anglo-saxons. Donc, grand respect, ce sont nos clients, donc nous les aimons beaucoup. Ils sont très puissants, très efficaces, mais force est de constater que c'est quand même des acteurs non européens principalement. Et la question qu'on pose chez Euronext, c'est finalement
pourquoi pas plus d'attention sur des logiques de consolidation. Et la conversation très difficile à avoir d'une supervision unique. Parce que finalement, en Europe, on a fait des choses. On a des réglementations qui sont communes, mais elles ne sont pas forcément appliquées et elles ne sont pas transmises nationalement par des régulateurs de manière unique. Et on voit bien dans l'union bancaire que ça fait toute la différence. On n'a pas cette supervision unique. Il faut bien savoir que les États sont très réticents. Et donc, ce qu'on a pour l'instant, c'est des acteurs comme nous qui font le travail. Donc, Euronext 7 bourses qui sont ensemble sur une seule technologie. Et le travail qu'on fait au quotidien, qui est une pierre à l'édifice, mais qui n'est qu'un apport partiel, c'est de rendre pour nos clients, pour les intervenants de marché, la complexité facile. Donc, si vous êtes membre du marché chez Euronext Paris et que vous voulez intervenir sur le marché, par exemple, d'Oslo, il vous suffit de cocher une case de plus. Et vous allez être automatiquement mis dans le même bassin de liquidité. Donc, et nous, derrière, on gère la complexité d'avoir plusieurs régulateurs, plusieurs règles, de les harmoniser. Donc, on fait cet effort, et cet effort, finalement, cet effort de consolidation, il vient aujourd'hui quasiment exclusivement des acteurs privés. Et je pense qu'il faut que l'Europe se pose la question, non pas de faire une grande nationalisation, mais de faire le travail sur la supervision de son côté pour qu'on puisse aller un cran plus loin. Merci. Merci Delphine de nous... Rendre la complexité facile, ça m'a l'air compliqué, mais bon, c'est un métier, voilà. Donc maintenant, nous allons passer la parole au secteur bancaire. Nous allons commencer par Christine Bratten. Donc, alors, vous êtes présidente d'une banque norvégienne, donc c'est plutôt les pays nordiques qu'on connaît un peu moins bien. Vous n'êtes pas dans l'Union européenne, mais vous êtes quand même européen. Est-ce que vous diriez que ça fait une différence dans la stratégie et la stratégie bancaire? Est-ce que ça vous gêne ou pas de ne pas être dans une Union européenne? Ou au contraire, est-ce que ça vous donne plus de flexibilité pour poursuivre certains objectifs, tels que le développement de la technologie, par exemple? Merci pour cette question très, très étroite dont je vais essayer de commenter un peu. Et merci pour l'occasion de faire partie et parler à cette conférence. Et je suis très d'accord avec Madame Damarzit sur l'importance des institutions financières et marchés de capitaux pour soutenir la croissance économique. Et même si j'aurais bien aimé continuer de faire mes remarques en français, ça fait tellement d'années que je n'ai pas parlé cette langue, donc je vais quand même passer en anglais pour mes réflexions. Representing... Je représente une institution des pays nordiques et j'aimerais donc parler de 2 ou 3 domaines clés. Je soutiens le fait d'avoir un système financier robuste qui puisse venir soutenir la croissance et le développement des marchés. La première chose, c'est de décrire le fait que les pays nordiques ont les banques les plus robustes et les plus rentables d'Europe. Alors, il y a une différence en termes de profitabilité, de rentabilité. Je dois dire que les régulateurs ont établi comme priorité la rentabilité. Mais je crois qu'il y a eu en fait une sorte de malentendu sur l'importance de la rentabilité dans le secteur. L'un des points clés que je voudrais souligner, c'est qu'il faut un changement d'ampleur. Il y a eu une restructuration très importante avec certaines branches qui ont été renforcées, plus d'efficacité. Qu'est-ce que cela a permis? Eh bien, cela a permis de soutenir l'économie avec du capital pour les entreprises, mais aussi une quantité importante d'innovation et d'investissement, pas seulement pour la conformité réglementaire, mais aussi pour des infrastructures de paiement qui sont absolument critiques. En outre, il y a plus de coopération dans toute l'industrie, dans tout le secteur, ce qui a permis aux banques de garder un haut niveau de confiance.
Donc le capital, on l'a vu se renforcer dans toute l'Europe, ce qui est extrêmement important, mais il y a eu des changements dans l'environnement concurrentiel. Et j'aimerais partager avec vous un exemple, parce que en plus d'être une banque, nous sommes clients de beaucoup de banques européennes et banques américaines. Nous allons sur les marchés pour trouver des milliards pour soutenir nos clients. Il y a une pression aux États-Unis en termes de banques d'investissement, mais également une réduction du nombre de banques actives aux États-Unis. Donc la concurrence est moindre. Si on regarde ça de la point de vue de valeur de marché, il y a 20 ans, les 25 plus grandes banques représentent les 25 banques américaines les plus importantes. Aujourd'hui, si vous regardez les deux plus grandes banques américaines, eh bien, représentent la même valeur que les 15 plus grandes banques européennes. Alors, on aimerait voir une concurrence qui fonctionne mieux être à l'œuvre. Deuxième réflexion que je voudrais faire concerne la numérisation et l'importance du rôle de la finance pour pousser à plus de numérisation et de modernisation pour soutenir la croissance. Alors, je vis dans un des pays les plus matures en termes de numérisation. Nous n'avons pratiquement plus d'espèces. 3% des transactions en Norvège se font en espèces. Et je crois que mes enfants voient peut-être des espèces 2 fois par an. Et ça permet une augmentation sensible de l'efficacité. Ça permet d'investir dans des infrastructures de paiement, développer des services de meilleure qualité pour les clients. L'une des intervenantes, Catherine, je crois, a parlé de portefeuille numérique. Tout le monde utilise cela en Norvège. Nous avons également un document d'identité numérique qui est utilisé 18 millions de fois et nous n'avons une population que de 5 millions. Donc c'est utilisé pour prendre rendez-vous avec votre médecin, pour tous les services publics, tous vos besoins en termes de services publics. Et ce qui me mène à un point très important en termes de numérisation. La tendance de la numérisation, c'est la coopération entre le secteur public et le secteur privé. Le secteur privé a été vraiment un moteur de modernisation. Mais la tendance majeure, c'est de ne pas avoir une double infrastructure. Et je voudrais souligner un point qui est qu'il y a beaucoup de travail important qui est fait sur la banque centrale et la numérisation de banques centrales. Mais il est important aussi de numériser les infrastructures actuelles. Et enfin, je voudrais terminer en disant l'importance de la finance pour essayer de relever le défi le plus important qui se pose à nous, c'est celui du changement climatique. Ça permet plus de transparence et ça, c'est une tendance forte pour essayer d'aller de l'avant. La quantité de capital qui est levée dans les pays nordiques, eh bien, dans tout ce qui est développement durable, est passé de 5% à 20%. Donc, il y a une réallocation énorme de ces actifs. L'idée, ce n'est pas seulement de soutenir ces investissements, mais aussi cette transition. Il nous faut une transition. Il ne nous faut pas fermer la porte complètement à ce qui a préexisté et ne regarder que les nouveaux investissements. Alors, est-ce que c'est assez? Bien sûr que non. 20%, ce n'est pas assez. Mais les clients et les entreprises que nous écoutons demandent plus de réglementation. Elles veulent que les règles soient les mêmes pour tout le monde, pour éviter ce qui actuellement est perçu comme étant eh bien, au désavantage de ceux qui ont été les premiers adopteurs, et, alors qu'ils devraient pouvoir bénéficier du fait qu'ils ont été plus précoces que les autres. Crédit Agricole. Une activité de détail, de banque de détail très française, une activité de banque d'investissement très internationale, premier gérant d'actifs avec Amundi d'actifs en Europe. Vous considérez, si j'ai bien compris, que l'emprise anglo-saxonne passe également par la réglementation qui est internationale, avec des standards communs. Comment considérez-vous qu'elle vous gêne dans la poursuite de vos activités et pour financer l'économie réelle, comme
toute banque doit le faire en Europe. Christine, c'était une très bonne idée. Moi aussi, je vais commencer en français. Et sans doute que je continuerai. Je vais partir au fond de l'objectif de souveraineté, parce qu'on en parle beaucoup et on ne dit pas ce que ça signifie. Souveraineté, ce n'est pas l'autonomie, encore moins l'isolement. Prenons simplement l'objectif que souveraineté, c'est de conserver la capacité de déterminer des options ou des spécificités qui vous soient propres, parce que vous estimez que sur certains points, vous ne prenez pas les options ou les spécificités du reste du monde. C'est ça la souveraineté. Et de facto, ce n'est pas une critique, c'est un constat. Lorsque notamment crise financière de 2008, il a été décidé ce vaste mouvement nécessaire par ailleurs d'harmonisation de la régulation internationale, mécaniquement, il va de soi que l'harmonisation des règles internationales, ça lime les spécificités, ça aligne sur les modèles dominants et ça abaisse la capacité de souveraineté. Disons les choses très simplement, on le sait tous, les règles du jeu, ça détermine le jeu. Vous avez tous l'expérience dans des jeux de société, vous voulez expliquer un jeu, vous donnez l'ensemble des règles et c'est tout. Et donc on ne prend pas en compte, au fond, cette influence quasiment directe, univoque des règles du jeu sur le jeu lui-même. Je vais l'illustrer sur 2 points seulement. Il y a un point qui est très connu et qui finalement n'est jamais analysé. Ce qui est connu, c'est que les États-Unis d'Amérique, les marchés américains, en tout cas l'économie se finance beaucoup plus par les marchés que par les bilans bancaires, c'est-à-dire les crédits. Et en Europe, on a moins de financement par les marchés et plus de financement par les crédits et les bilans bancaires. On ne s'est pas posé la question de l'origine de ça, comme si c'était un fait culturel. Il y a beaucoup d'origines, mais il y en a notamment une qui est purement politique. C'est qu'en Europe, on a plutôt choisi, plus ou moins choisi, mais des politiques de retraite, de préparation de retraite, qui sont sur la distribution, sur la répartition, et pas sur la capitalisation. Et donc, on a très peu de volume de fonds de pension qui sont extrêmement importants aux États-Unis d'Amérique. Et donc, mauvaise nouvelle, quoi qu'on fasse sur le marché des capitaux, il restera beaucoup moins profond que celui des États-Unis d'Amérique. Avec un marché des capitaux moins profond, même si on peut faire beaucoup de choses pour le rendre plus efficient, eh bien, ça veut dire que lorsque, pour de vraies raisons, de justes raisons, les régulateurs internationaux disent que sur les bilans bancaires, on va appliquer telle contrainte, les mêmes aux États-Unis qu'en France, eh bien, avec des bilans bancaires très allégés de crédit aux États-Unis et nous remplis de crédit, les mêmes contraintes de fonds propres nécessaires, de liquidités nécessaires, de ratio de levier, des termes un peu abscons, mais qui, on voit bien, compriment la taille du bilan, bah, ça nous impacte beaucoup plus nous. Et en plus, on n'a pas la sortie possible vers les marchés des capitaux. Il faut constater qu'au moins en amont, il y a des faits politiques, il y a des faits sociétaux qui déterminent au fond les modalités de financement de l'économie. Et tout ça ne peut pas se résoudre à des décisions qui soient techniques ou des régions que de régulation. Je prends un deuxième exemple qui est beaucoup plus concret pour beaucoup d'entre vous, c'est le crédit immobilier. Le crédit immobilier, ce n'est pas juste l'affaire des gens du Sud, parce qu'on a beaucoup de crédits immobiliers dans la région. C'est plus de la moitié des bilans des banques en France. Plus de la moitié des bilans de banques en France est occupé par le crédit immobilier. Là aussi, repartons d'un fait culturel plus ou moins choisi, qui est caricaturé bien sûr, mais grosso modo, on estime que la finance anglo-saxonne est plutôt transactionnelle. C'est-à-dire que vous voyez un établissement financier, vous faites affaire, prenez un crédit, et puis vous vous quittez à ce stade encore aux bons amis, et c'est tout. C'est la transaction qui débute et qui s'achève. On a un modèle européen et français qui est plutôt relationnel. Et ce n'est pas théorique, ce n'est pas creux. Relationnel, ce n'est pas juste qu'on dit plus bonjour aux uns aux autres que d'autres. Relationnel, ça veut dire qu'on s'installe dans le temps, et que notamment la vie de ce crédit avec ce ménage qui va durer le crédit au moins 20 ou 25 ans, il va y avoir des événements avec lesquels on reste en relation avec les clients, et notamment le traitement, disons-le, d'un événement qui arrive plus d'une fois sur deux, qui est le divorce. Et donc, le modèle relationnel correspond à un choix de responsabilité dans le temps sur les décisions que nous prenons vis-à-vis de clients. Ceci a donné lieu, mais en conséquence seulement, à 2 types de crédits très différents. Je les caricature à l'excès, bien sûr. En France, le crédit immobilier, c'est taux fixe. Pendant 15, 20 ou 25 ans, nous le gardons dans le bilan de la banque, ce qui veut dire que nous gardons la relation et la responsabilité avec le client pendant 15, 20 ou 25 ans sur la vie de ce crédit corrélativement à la vie du client.
Et puis nous accordons ces crédits avec comme principale caractéristique la capacité de remboursement, c'est-à-dire les flux présumés de revenus pour pouvoir rembourser ce crédit. Le modèle US, le mortgage américain, que je ne critique pas, qui est juste très différent, c'est à l'inverse l'autorisable. S'il est bon, on le titrise, on les met sur le marché, on rompt la relation avec la banque et on l'estime, on le valorise, on le décide surtout sur la valeur du gage, d'où le terme mortgage, parce qu'évidemment, une fois sur le marché, il faut juste garantir que la valeur du bien est déterminante sur la capacité de remboursement. Ce sont deux types de crédits qui sont fondamentalement différents et je souligne qu'il y a une vingtaine d'années, avec une régulation qui était de plus en plus prégnante et qui s'appelait BAL version 2, il y avait un mouvement pour tenir compte de ces spécificités. Ça s'appelait les modèles internes. Les modèles internes, c'était la capacité pour les banques, sous l'autorité des superviseurs, d'intégrer leurs spécificités locales ou régionales ou nationales dans le modèle d'appréciation du risque. On le voit aujourd'hui avec ce qu'on appelle BAL 4, qui est la finalisation de BAL 3. Il y a une corde de rappel pour en fait revenir vers une appréciation du risque sur le modèle standard mondial, que je ne vais pas qualifier d'américain, mais qui est naturellement, statistiquement très influencé par le type de risque américain en tant que tel. Ce que je voudrais pointer, ce n'est pas que ceci soit critiquable en tant que tel, c'est le défaut de regard politique sur ce sujet. Je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'avec BAL 4, d'un moment à l'autre, qu'il y aurait du coup moins de crédit immobilier en France. Je ne pense pas. Il ne faut pas tomber dans ce genre de caricature. À l'inverse, je pense, et je me trompe peut-être, qu'en 2032, lorsque cette réglementation sera de plein exercice, eh bien, les comportements des clients, des banquiers se seront adaptés à cette règle du jeu et que nous allons progressivement passer de ce crédit taux fixe dans le bilan sur les revenus à un crédit qui peut être plus révisable sur la valeur du gage et qui sera sur les marchés. Pourquoi pas? Ce qui m'effare, c'est que cette question politique n'est jamais posée. Et je voudrais, pour conclure, parce que je vais excéder mon temps, mais vous dire, tout ceci n'est pas théorique et des menaces sur le futur. Je prends sur le passé récent les prêts participatifs. Ça n'existait pas aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, ce type de prêt qui est quasiment celui de quasi-fonds propres. Pour cette raison-là, nous ne l'avons pas défendu dans la régulation. BAL 3 met des charges prudentielles très importantes sur les prêts participatifs. Ils ont disparu. Les banques ne font plus de prêts participatifs. Vous pouvez le voir. Lorsque le gouvernement voulait, il y a à peine un an, relancer post-Covid l'activité par des prêts participatifs, il a fallu les appeler prêts participatifs de relance. Il a fallu que l'État vienne subventionner ce mécanisme-là. Je m'arrête. Oui, c'est parfait parce que ça me fait la transition. Je m'arrête juste pour dire une chose, c'est qu'en général, et vous m'en avez fait la remarque, on nous dit mais si la sphère politique n'y est pas, c'est parce que c'est trop technique. Je ne comprends pas. Tout est très technique. À la fin, mon regard se porte par hasard sur Benoît Potier, que je voyais à l'instant. Dans la vie industrielle, tout est très technique. La chimie d'un moteur à explosion ou d'un moteur diesel ou d'un moteur à hydrogène, c'est très compliqué. Ce n'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas d'orientation politique. Et donc, voilà, je voudrais juste dire que la régulation se met en œuvre, il n'y a rien à dire contre cela. L'absence de vision politique là-dessus est un problème. Est un problème, on l'a vu. Alors, les quelques mots que vous avez prononcés sur les prêts participatifs me permettent de faire la transition avec Dany, parce que, et ceux qui viennent à Aix depuis longtemps le savent, on a souvent répété que la finance doit être au service de l'économie réelle. Là, on est un peu en train de dire que la finance doit être au service de la souveraineté économique. Dany, où est-ce qu'on en est là-dedans ? Est-ce qu'il n'y a pas eu... est-ce que les promesses de dérégulation ont été tenues ? Thank you. Merci Catherine. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ces présentations. Et j'aimerais en fait rebondir sur un point que Philippe a mis en avant, sur cette tension en fait entre intégrer et ajouter plus de profondeur au marché financier et d'autre part le désir et le besoin de spécificité. Le fait
que différents pays et différentes préférences, différents systèmes de réglementation. Et c'est une tension qu'il faut gérer, dont il faut tenir compte. Et au cours des 3 à 4 dernières décennies, nous avons essayé de résoudre cette tension, mais la plupart du temps, en laissant l'intégration financière et l'approfondissement de la finance et la mondialisation laisser un petit peu avoir libre cours. Et en allant vers le sens de réglementation uniformisée, standardisée et de règles consolidées. Et cela, limite notre marge de manœuvre pour le gouvernement et la gouvernance et le fait de pouvoir être maître de nos choix. C'est ce que Philippe a dit. Donc, trouver le bon équilibre, le bon compromis entre, la réglementation et l'innovation, parce que plus vous insistez sur la réglementation et l'uniformisation ou la standardisation, moins vous aurez d'innovation. Et Philippe dit que c'est un compromis politique, c'est un choix qui a été fait, et il faut donc se situer par rapport à ce compromis nécessaire. Alors, c'est assez fou d'un certain côté que nous soyons choisi cette voie, parce que en termes de libéralisation, de déréglementation, de mondialisation, tout cela allait sans doute dans un bon sens. Et je crois qu'il y a une sorte de récit qui s'est imposé avec des marchés financiers approfondis. On pourrait mobiliser plus de ressources qui permettraient de nourrir la croissance et qui nous permettraient de mieux allouer des risques et de déplacer les risques de ceux qui ne voulaient pas les subir à ceux qui étaient prêts à les soutenir, et donc permettre à une réallocation des ressources des pays riches aux pays pauvres, permettre quelque chose de plus fluide, de plus équilibré en termes de consommation. Donc tout cela, d'un point de vue théorique, les arguments étaient très forts, avec des marchés financiers plus profonds et une mondialisation plus extensive. Tout cela était censé aller dans le bon sens. Mais nous avons maintenant, en fait, des données concrètes qui nous montrent que ça ne s'est pas passé comme ça. Nous n'avons pas eu plus d'investissements, nous n'avons pas eu plus de croissance. Les capitaux, en fait, sont allés plutôt des pays pauvres aux pays riches, et les crises financières ont été plus fréquentes. Et ça n'a pas seulement eu des conséquences économiques, ça a aussi eu des conséquences sociales et politiques. La libéralisation financière a produit plus d'inégalités économiques. Il y a une recherche du FMI là-dessus, donc on peut quand même croire ce qu'ils nous disent. Il y a des études plus récentes sur, en fait, la résurgence des populismes d'extrême droite, qui sans doute ne sont pas sans lien avec les crises économiques de la fin des années 2000. Donc je pense que voilà où nous en sommes, et je pense qu'il nous faut vraiment reprendre en considération, réfléchir, comment faire en sorte comment considérer que la finance n'est pas un élément de souveraineté en soi, mais que la finance doit être au service des besoins de la société. Et je pense que cette manière de repenser les choses ne fait que commencer. Il n'y a pas de recette miracle que je puisse vous livrer comme ça aujourd'hui, mais je voudrais suggérer 3 domaines dans lesquels il nous faut vraiment faire des progrès. D'abord, le rôle de la finance dans la facilitation et le financement de l'innovation. Nous savons tous ce qu'est le capital risque, c'est formidable, ça permet de financer l'innovation, mais ce n'est qu'une toute petite partie infime du système financier, même aux États-Unis, où le capital risque joue un rôle très très important. Mais en fait, ça représente moins de 1% du financement du système, mais c'est ce que la finance peut faire. Le capital risque peut être extrêmement puissant. Comment pouvons-nous développer cela? Deuxièmement,
La finance est un accélérateur de tendance, de transition, en particulier la transition écologique. On en a parlé, Delphine en a parlé, pour bien réorienter les choses vers une transition écologique. Et enfin, troisièmement, en dépit de cet approfondissement des marchés financiers, il y a des segments de l'économie qui sont encore en incapacité d'emprunter, en particulier les PME, qui souffrent de beaucoup de contraintes et qui ont des besoins de financement à long terme. Ces PME ont besoin d'avoir des prêts à long terme, des financements, et ça demande plus de réflexion. Et pour conclure, je dirais que nous en sommes arrivés à un point où il y a tellement de choses qui sont prises en considération, et on a parlé de la mondialisation, mais le paradigme économique dans lequel nous nous trouvons est en pleine mutation. Et je pense que la finance va faire partie de ce changement de paradigme, et c'est une conversation qu'il nous faut avoir, un débat qui est utile. Cette conclusion que du coup je n'ai pas besoin de faire, qui était remarquable, vu que le temps passait très vite, je dirais juste un mot pour conclure, c'est qu'on voit bien que la finance est une arme à double tranchant, puisque ça peut être une arme de destruction massive des PIB, comme on le voit pendant les crises, mais une arme de puissance économique. Et donc, je pense qu'il faudrait savoir la maîtriser, mieux l'orienter. Merci à vous tous. À tout à l'heure.